Le soir du Nouvel An. Moins 15 degrés. Et mon père venait de me jeter dehors. Sur le balcon vitré de son chalet, à Courchevel. Mon crime, avoir refusé de signer la prolongation de mon contrat. Je ne portais qu'une fine nuisette de soie. Ma peau prenait déjà cette teinte violacée, la couleur de la mort qui s'installe. À travers la baie vitrée, je les regardais. Mon père, Gérard, et ma belle-mère, Sophie. Ils levaient leurs flûtes de cristal. Ils riaient, leur visage rougi par la chaleur et le triomphe. Ils ne m'ignoraient pas. Ils me donnaient une leçon. Voilà le prix à payer quand on dit non à ceux qui vous possèdent. Avez-vous déjà été puni pour avoir dit non, puni par quelqu'un qui prétendait vous aimer? Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous me regardez ce soir. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à veiller. Mes dents avaient cessé de claquer. Le premier signe que le froid avait dépassé la douleur pour devenir quelque chose de létal. C'était une sensation lourde, comme une couverture de plomb qui s'abattait sur mes épaules. À l'intérieur, dans la grande salle de bal, les lustres en cristal diffusaient une lueur dorée qui semblait venir d'une autre planète. J'ai vu mon père, Gérard, l'homme qui gérait ma carrière depuis mes 6 ans, s'approcher de la porte vitrée. Il n'a pas tendu la main vers la poignée. Il a plongé la main dans la poche de son smoking et en a sorti un document. Il a plaqué les pages contre la vitre couverte de givre. Je connaissais chaque mot qui y était écrit. Un accord de mise sous tutelle. Ça lui accordait le contrôle total sur mes finances, mes décisions médicales, ma voix, pour le reste de ma vie. C'était son offre. Signer le papier, admettre que j'étais mentalement instable, et il ouvrirait la porte. Il épongerait les 14 millions d'euros de dettes que lui et Sophie avaient fabriquées de toutes pièces. C'était ça, le piège. 6 mois plus tôt, Sophie, ma belle-mère et conseillère en images, avait fait fuiter une série de photos truquées et lancé des rumeurs sur une addiction à la drogue que je n'avais jamais eue. L'annulation de mes contrats avait été foudroyante. Les partenariats s'étaient évaporés. Les procès s'étaient accumulés. Ils m'ont brisé les jambes pour mieux me vendre des béquilles. Et maintenant, Gérard se tenait là, tapotant la vitre avec sa chevalière, pointant la ligne de signature. Il ne regardait pas sa fille. Il regardait un actif en détresse qu'il tentait de racheter pour une bouchée de pain. Derrière lui, ma demi-sœur Chloé tenait son téléphone en l'air, cherchant le meilleur angle près de la sculpture de glace. Elle était en direct, devant ses 2 millions d'abonnés. Je voyais ses lèvres bouger, parfaitement synchronisées avec la chanson qui explosait dans les enceintes du chalet. C'était ma chanson, le disque de platine que j'avais écrit à 10 à 7 ans. Elle bâtissait sa marque sur ma voix, pendant que je gelais à quelques mètres de là. Pendant des années, j'aurais trouvé une excuse. Je me serais dit qu'ils étaient durs avec moi, parce qu'ils voulaient que je sois la meilleure. Je me serais convaincue que cette cruauté était le prix à payer, le ticket d'entrée pour mériter leur amour. C'est le piège de la cruauté banalisée. On ne se rend pas compte qu'on est maltraité, parce qu'il baisse la température d'1 degré à la fois. On pense que notre résistance à la douleur est une vertu, une preuve de professionnalisme. On pense que notre silence est une forme de dignité. Mais là, debout, sentant mon cœur ralentir, j'ai enfin compris le mécanisme. Je n'étais pas résiliente. J'étais conditionnée, j'avais été dressée, comme un chien de concours, à confondre l'exploitation et l'affection. Il ne m'avait pas enfermée dehors parce que j'étais incontrôlable. Il m'avait enfermée dehors parce que, pour la première fois, j'avais essayé de prendre le volant. Gérard a tapoté la vitre à nouveau, impatient. Il a articulé le mot « signe ». J'ai regardé le stylo dans sa main, puis le vide sous le balcon. Je n'ai pas levé la main. Je l'ai juste regardé. Le froid n'était plus seulement dans l'air. Il était en moi, et il me rendait les idées claires. Le décompte a commencé sur l'horloge de la salle de bal. 10 secondes avant minuit. 10 secondes avant la nouvelle année. 10 secondes avant mes 26 ans. Ma vision se brouillait sur les bords. Le froid n'était plus une sensation physique. C'était un brouillard mental qui m'empêchait de suivre la course de l'aiguille. À l'intérieur, les invités scandaient, levaient leurs verres. Inconscient de la jeune fille qui mourait de froid à quelques pas. 3, 2, 1. Je m'attendais à un feu d'artifice. À la place, le monde est devenu noir. Pas un clignotement. Une coupure nette, décisive. Les lustres de cristal se sont éteints. Les chauffages de la terrasse sont devenus froids. La musique s'est arrêtée en plein milieu d'une note, laissant un silence si soudain qu'il en était violent. La seule lumière venait de la lune, se reflétant sur la neige, baignant la salle de bal d'une pâleur spectrale. Les invités ont crié.
Un son collectif de privilèges déconcerté. Gérard s'est figé, sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Il a levé les yeux au plafond, furieux, prêt à hurler sur un domestique. Puis, le sol a tremblé. Un battement sourd et rythmé a vibré contre la vitre sur laquelle j'étais appuyé. Il a grandi, jusqu'à devenir un rugissement assourdissant qui a noyé les murmures confus à l'intérieur. La neige sur l'immense pelouse s'est soulevée en un vortex blanc et aveuglant. À travers la tempête, une forme a émergé. C'était un hélicoptère, racé, noir mat, descendant avec la précision d'une frappe militaire. En se posant, ses phares d'atterrissage ont déchiré l'obscurité, illuminant la neige fraîche. Sur le côté du fuselage, blasonné d'or, le lion des studios impériales, Gérard a reculé de la fenêtre. Il connaissait ce blason. Il avait passé toute sa carrière à s'incliner devant lui. Les pales du rotor ont ralenti. La porte de la cabine a coulissé. Une femme est sortie sur la pelouse gelée. Elle ne ressemblait pas à une grand-mère venue en visite. Elle ressemblait à un général inspectant un champ de bataille qu'elle avait déjà acheté. Catherine, 70 ans, la fondatrice recluse du studio, une femme qu'on n'avait pas vue en public depuis une décennie. Elle portait un manteau de fourrure jusqu'aux pieds qui ressemblait à une armure. Ses cheveux argentés tiraient en un chignon sévère et élégant. Elle n'était pas seule. Derrière elle, Maître Bernard, l'avocat en chef du studio, serrait une mallette en cuir. Ils étaient flanqués d'une équipe de tournage professionnelle, leurs objectifs déjà braqués, les lumières rouges d'enregistrement clignotant dans la nuit. Dans la salle de bal, l'arrogance s'est effacée du visage de Gérard, remplacée par une confusion primitive. Il a pressé ses mains contre la vitre, plissant les yeux face au projecteur. Il avait l'air petit. Pour la première fois de la soirée, le rapport de force a basculé. Il n'était plus le geôlier. Il n'était qu'un homme debout dans le noir, regardant une force de la nature remonter son allée. J'ai regardé Catherine se diriger vers l'entrée principale. Elle ne se pressait pas. Elle marchait avec le calme terrifiant d'une femme qui possède le sol sous ses pieds. La cavalerie n'était pas seulement arrivée. La reine reprenait sa place sur l'échiquier. Catherine ne s'est pas arrêtée. Elle est passée devant les gardes du corps, devant les invités stupéfaits, et a traversé la salle de bal pour se placer au centre. Elle a levé la main, un geste simple, mais qui a commandé un silence absolu. Puis elle a montré le mur du fond, l'immense étendue blanche au-dessus du grand escalier. « Projetez !» a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a porté jusqu'au moindre recoin de la pièce. Un faisceau de lumière a fendu la pénombre. Le mur s'est illuminé. C'était un flux vidéo en écran partagé. À gauche, l'enregistrement de la caméra de sécurité du balcon. Moi, grelottant dans ma nuisette, les lèvres bleues, tremblantes, ma main pressée contre la vitre. L'image était granuleuse, brute et d'une intimité horrifiante. À droite, c'étaient les champs, Élysée. La même séquence passait sur les écrans publicitaires géants qui surplombent l'avenue. La caméra a zoomé sur la foule dans la rue. Les gens s'arrêtaient, pointaient les écrans, leurs visages illuminés par l'image de ma souffrance. Le bandeau en bas de l'écran disait « Dernière minute. L'idole de la France torturée. En direct. » Un cri de stupeur collectif a traversé la salle. Les invités, sénateurs, magnats de la tech, autres célébrités, ont commencé à reculer, s'éloignant de Gérard comme s'il était radioactif. Ils ont sorti leur téléphone, réalisant qu'ils se trouvaient au milieu d'un scandale mondial. Le téléphone de Gérard s'est mis à vibrer sur la table, puis celui de Sophie, puis celui de Chloé. Ce n'étaient pas quelques appels, c'était un déluge. Alerte de crise, annulation de sponsors, menaces judiciaires, les notifications illuminaient leurs écrans comme un stroboscope. « Éteignez ça !» a hurlé Gérard, se jetant vers le projecteur. « Éteignez ça tout de suite. Vous vouliez qu'elle soit célèbre, n'est-ce pas ?» a demandé Catherine, sa voix tranchant à travers sa panique. « Vous vouliez que le monde entier suive ses moindres gestes. Eh bien, Gérard, il regarde. Il vous regarde geler votre propre fille pour obtenir un avantage. » Gérard s'est retourné, le visage violet. « C'est une affaire de famille privée. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits, » a dit Catherine. Elle a de nouveau montré l'écran. Le direct des champs, Élysée a basculé sur un présentateur de journal télévisé commentant l'affaire. Le titre avait changé. La fondatrice des studios impériales intervient. Parce que vous n'avez pas seulement blessé un membre de votre famille. Vous avez endommagé mon actif. La cruauté de la phrase a flotté dans l'air. Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Elle parlait son langage. Elle le battait avec ses propres règles.
Elle est instable, a crié Gérard, pointant un doigt tremblant vers l'écran, vers moi. Elle est un danger pour elle-même. Je la protégeais, c'est pour ça que j'avais besoin de la tutelle. Pour la sauver, a répété Catherine. Elle a sorti un dossier de la mallette de Maître Bernard. C'est comme ça que vous appelez le transfert de 14 millions d'euros de ses comptes personnels vers des sociétés, écrans enregistrés à votre nom? C'est ça, la sauver? Gérard s'est figé. Nous avons les audits, Gérard. Nous avons les e-mails entre vous et Sophie planifiant la fuite sur sa prétendue toxicomanie. Nous savons que vous avez vendu à découvert les actions de sa société de production juste avant que le scandale n'éclate. Catherine a jeté le dossier sur la table. Il a glissé sur le bois poli, s'arrêtant juste devant lui. Vous ne l'avez pas sauvé. Vous l'avez pillé. La pièce était plongée dans un silence de mort. Même le vent dehors semblait retenir son souffle. J'ai regardé mon père. Il a regardé le dossier, puis les invités, puis moi. Le masque était tombé. Il n'y avait plus de patriarche bienveillant, plus de manager inquiet. Il n'y avait qu'un voleur, pris la main dans le sac. Il a ouvert la bouche pour parler, pour tisser un autre mensonge, mais Catherine a levé une main. Et une dernière chose, vous ne travaillez plus ici. Gérard a ri. C'était un son rauque, humide, qui a résonné contre les hauts plafonds. Je ne travaille plus ici, a-t-il répété, cherchant du regard une chute à la blague. Je suis le PDG. J'ai fait des studios Impérial un empire mondial. Je suis cette entreprise. Vous êtes un employé, a dit Catherine. Sa voix était dénuée de colère. C'était le ton plat d'un juge lisant une sentence. Vous servez au bon vouloir du conseil d'administration, et en tant qu'actionnaire majoritaire, je vous informe que vos services ne sont plus requis. Actionnaire majoritaire, a ricané Gérard, essuyant la sueur de son front. Vous avez pris votre retraite il y a 10 ans, Catherine. Vous m'avez cédé les droits de vote. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Je vous ai cédé une procuration, a-t-elle corrigé. Une procuration qui expire au moment où la bénéficiaire principale atteint sa majorité. Elle a fait un signe de tête à Maître Bernard. L'avocat s'est avancé et a ouvert un nouveau dossier. Il ne l'a pas tendu à Gérard. Il est passé devant lui et l'a placé doucement entre mes mains. La couverture était lourde, reliée en cuir bleu. En relief sur le devant, un seul mot. Fiducie. Il y a 26 ans, le jour de ta naissance, a dit Catherine en me regardant. J'ai placé ma participation majoritaire dans les studios Impérial, dans une fiducie irrévocable. Je savais que Gérard essaierait de te monétiser. Je savais qu'il verrait une fille et penserait produit. Alors je me suis assurée que la seule chose qu'il ne pourrait jamais toucher, c'était la fondation elle-même. J'ai ouvert le dossier. Mes yeux ont balayé la densité juridique, mais le texte en gras m'a sauté aux yeux. Bénéficiaire, Éléonore Marchand. Date d'activation, 1er janvier, de l'année en cours. La fiducie s'active à ton 26e anniversaire, a poursuivi Catherine. À minuit. Elle a jeté un œil à l'horloge sur le mur. Il était minuit 5. Félicitations, Eléa. Tu n'es plus seulement une artiste sous contrat, tu es propriétaire du label, tu es propriétaire du studio, tu es sa propriétaire. Gérard s'est jeté sur le document, mais l'équipe de sécurité est intervenue, formant un mur de costume noir entre lui et moi. Il a rebondi contre eux, reculant en titubant, son visage un masque de terreur pure et sans mélange. Il n'avait pas peur de perdre un emploi. Il avait peur de la réalité qui s'effondrait sur lui. C'est une erreur, a-t-il balbutié, ses yeux passant des invités qui le filmaient maintenant avec un mélange d'horreur et de jubilation. J'ai de l'argent. J'ai un statut. Je suis Gérard Marchand. Vous n'avez rien, a dit Catherine en s'approchant de lui. Sa voix s'est abaissée, devenant une lame. C'est la tragédie des hommes comme vous, Gérard. Vous confondez le vacarme de la célébrité avec le silence du pouvoir. Elle l'a regardé avec une pitié plus cinglante que la haine. Vous pensiez que parce que vous pouviez acheter les costumes, les voitures et ce chalet à Courchevel, vous étiez un roi. Mais vous les avez achetés avec son argent. Vous avez acheté votre réputation avec sa voix. Ce n'est pas du pouvoir. C'est un déguisement. C'était l'illusion dans laquelle il avait vécu. Le fantasme du portefeuille vide. Il croyait que s'il jouait le rôle, s'il contrôlait le récit, il était en sécurité. Mais un statut loué, avec la souffrance de quelqu'un d'autre, n'est pas un actif, c'est un passif. Et l'heure de payer l'addition était enfin arrivée. Vous avez passé votre vie à construire un château sur du sable mouvant, a dit Catherine. Vous pensiez que porter la couronne faisait de vous le monarque, mais vous n'étiez que le bouffon qui gardait mon sceptre pendant ma sieste.
Et maintenant, je suis réveillée. Elle s'est tournée vers moi. « Madame la Présidente » a-t-elle dit, utilisant le titre comme une arme. « Le conseil d'administration est en session d'urgence. Nous avons besoin d'une motion pour mettre fin au contrat du PDG actuel pour faute grave. » Quelqu'un a tweeté la motion. J'ai regardé l'homme qui m'avait enfermé dans le froid. J'ai regardé l'homme qui avait vendu mon enfance à l'heure. Je ne sentais plus la peur. Je ne sentais plus le froid. Je sentais le poids du dossier en cuir dans mes mains, lourd et réel. « Appuyez » ai-je murmuré. Puis, plus fort, pour que les micros puissent l'entendre. « Appuyez » Maître Bernard a ouvert sa mallette sur la table des amuse-gueules, juste à côté d'un plateau de caviar intact. Il a étalé les documents de licenciement. Le son du papier craquant sur le bois a été plus fort qu'un coup de feu. Catherine s'est avancée, retirant son lourd manteau de fourrure. Elle ne l'a pas tendu à un domestique. Elle l'a drapé sur mes épaules. Le poids était immédiat, écrasant, mais c'était chaud. Ça sentait le parfum cher et le fer. C'était comme une armure. J'ai serré le manteau autour de mon corps gelé. Les tremblements ont commencé à s'apaiser, remplacés par une clarté brûlante. Gérard regardait les papiers. Le combat l'a quitté, remplacé par une négociation désespérée et frénétique. Il a fait un pas vers moi, les mains tendues, paumes vers le haut. « Eléa, ma chérie, écoute-moi. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton père. C'est moi qui t'ai faite. Tu sais combien j'ai investi en toi? Les coachs vocaux, les chorégraphes, les tournées, j'ai dépensé des millions pour faire de toi une star. » Je l'ai regardé. Pour la première fois, je n'ai pas vu un géant. J'ai vu un parasite. « Tu n'as pas investi dans une fille, » ai-je dit, ma voix rauque mais ferme. « Tu as payé l'entretien d'une machine, et tu n'as pas fait de moi une star, Gérard. Tu as juste vendu les billets. » J'ai pris le stylo. Il était lourd, en argent, froid au toucher. Je n'ai pas hésité. J'ai signé mon nom sur la ligne marquée « Présidente. Vous êtes licenciée, avec effet immédiat, pour turpitude morale », ai-je dit, en tendant les papiers à Maître Bernard. Manquement à l'obligation fiduciaire, abus de pouvoir et tentative d'homicide. Isbajikaz, homicide, a suffoqué Gérard. Vous m'avez enfermé à des températures négatives pour m'extorquer une signature, ai-je dit. Tout ce qui vous arrivera ensuite, c'est juste la loi de la gravité. Gérard s'est tourné vers Sophie, cherchant une alliée. Mais Sophie reculait déjà, ses talons claquant sur le marbre. Elle a levé les mains. Je ne faisais que mon travail, Eléa. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui le manager. Je ne m'occupais que de la presse. Tu t'occupais des mensonges, ai-je corrigé. J'ai sorti mon téléphone de la poche du manteau de fourrure. J'ai affiché la chaîne d'emails que Maître Bernard avait découverte. Voici l'email de toi à la presse à scandale, avec les fausses photos de cure de désintoxication. Voici le brouillon du communiqué sur ma dépendance à la drogue que tu as écrit 3 semaines avant de prétendre que j'avais rechuté. Le visage de Sophie est devenu blanc. Tu ne suivais pas les ordres, Sophie. Tu étais l'architecte. Tu as construit la cage dans laquelle il m'a enfermée. Je me suis tournée vers le chef de la sécurité. Un homme qui m'avait vu grandir, un homme qui m'avait autrefois donné du dessert en cachette quand Gérard m'avait mise au régime. « Sortez-les. »« Quoi ?» a hurlé Gérard. « C'est ma maison. C'est un logement de fonction, ai-je dit. Il appartient à la fiducie. Et depuis minuit, vous êtes en violation de propriété. » L'équipe de sécurité s'est avancée. Ils n'ont pas demandé gentiment. Ils ont saisi Gérard par les bras de son smoking. Ils ont pris Sophie par les coudes. « Attendez. Mon manteau !» a crié Sophie en regardant le vestiaire. « Il gèle dehors. »« Je sais, » ai-je dit doucement. « J'en viens. » Je les ai regardés se faire traîner vers les lourdes portes en chêne. Gérard se débattait, hurlant à propos de ses droits, de son héritage. Sophie pleurait, serrant son collier de diamants comme s'il pouvait la sauver. Ils ont été traînés devant les invités, devant les caméras, loin de la chaleur du feu. Les portes se sont ouvertes. Le blizzard a hurlé, affamé, en attente. L'équipe de sécurité les a poussés dehors dans la neige. Ils ont trébuché, tombant sur l'allée gelée dans leur tenue de soirée. Gérard a regardé la maison, la lumière. Moi. Démolition, ai-je murmuré. Les portes ont claqué. Le verrou a cliqueté. Le son était final. Le silence qui a suivi était absolu. Pas le silence lourd et suffocant des 20 dernières années, celui qui exige l'obéissance. C'était le silence d'une forêt après une tempête. Propre, oxygéné. Le mien. Les invités avaient fui.
leur limousine soulevant la neige, alors qu'ils se dépêchaient d'échapper à la zone de retombée. Le personnel débarrassait tranquillement la nourriture intacte. Je suis restée au centre de la salle de bal, les papiers de licenciement toujours à la main. Catherine s'est approchée du bar. Elle a ignoré le champagne. Elle a versé 2 tasses de thé chaud d'un service en argent. Elle est revenue et m'en a tendu une. La céramique était chaude contre mes paumes, un contraste frappant avec la glace qui avait failli me tuer 1 heure plus tôt. « Qu'est-ce que ça fait » a-t-elle demandé. Sa voix douce. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de la bergamote et de la survie. « C'est du travail », ai-je dit. J'ai l'impression d'avoir un sacré bazar à nettoyer. Catherine a souri. « Bien. Ça veut dire que tu es prête ?» Elle m'a conduite à la longue table à manger, où Gérard avait empilé ses réalisations, des classeurs remplis de contrats, de listes d'artistes et de dossiers d'acquisition. J'ai passé ma main sur les dos en cuir. Ce n'étaient pas seulement des documents commerciaux, c'étaient des cages. À l'intérieur de ces pages se trouvaient des dizaines d'autres jeunes artistes, des enfants comme moi, signés sur des contrats prédateurs qui échangeaient leur avenir contre un instant sous les projecteurs. « Tu sais », a dit Catherine, s'appuyant contre la table, « il y a 2 types de justice. Il y a la justice de la tempête, que nous venons de livrer. Elle détruit la pourriture, elle brûle le bois mort. Mais ensuite il y a la justice du semeur. » Je l'ai regardé. « Le semeur ? La tempête nettoie le terrain, a-t-elle expliqué. Mais si tu laisses le terrain vide, les mauvaises herbes reviennent. Le semeur plante quelque chose de nouveau, quelque chose qui nourrit les gens. Gérard est parti, et Léa, c'était la tempête. Maintenant, tu dois décider ce que tu vas planter dans les cendres. J'ai ouvert le premier classeur. J'ai regardé les noms. Des enfants avec de grands rêves et de mauvais contrats. J'ai pensé à la peur qu'ils devaient ressentir, au silence qu'ils pratiquaient juste pour survivre. Je ne serai pas comme lui, ai-je dit. Je ne vais pas accumuler ce pouvoir. J'ai regardé Maître Bernard. Rédiger une note pour le conseil d'administration. Avec effet immédiat, nous auditons tous les contrats d'artistes de l'histoire du studio. Toute clause qui ressemble à une tutelle, toute disposition de piège à dette, tout mandat de contrôle d'image, tout est nul et non avenu. Maître Bernard s'est arrêté, son stylo en suspens. Cela coûtera des millions de revenus prévisionnels au studio. Ça m'est égal, ai-je dit. Et je veux créer un fonds de défense juridique pour les artistes piégés dans des contrats de gestion abusifs. Je veux être la personne dont j'avais besoin quand j'avais 16 ans. C'était l'héritage que je voulais. Pas une statue dans le hall, mais un filet de sécurité. Je ne me libérais pas seulement moi-même. Je démantelais la machine qui construisait des hommes comme Gérard. Il s'était détruit en poursuivant une couronne. Moi, je construirais un sanctuaire. Je suis retournée vers les portes du balcon. La vitre était encore froide, mais je ne frissonnais plus. J'ai regardé la neige. Quelque part là dehors, Gérard et Sophie trouvaient leur chemin dans le noir, apprenant ce que c'était que d'avoir froid. Je ne les haïssais pas. La haine demande de l'énergie. Je n'avais simplement plus besoin d'eux. J'ai attrapé la poignée. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement, avec la confiance calme et inébranlable de quelqu'un qui possède la serrure. Clic. Si vous avez déjà dû geler pour trouver votre feu intérieur, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas le vilain petit canard. Vous êtes le survivant qui n'a pas encore touché son dû. Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice.